Bonjour, chers internautes, amis de nos cultures. Merci pour votre présence à cette rencontre du 20 juillet 2024, laquelle rencontre réunit des spécialistes pour aborder une question d'actualité qui revient tout le temps et dont on ne cessera certainement jamais d'en parler, puisqu'il s'agit du développement humain, il s'agit de l'évolution des peuples. Cette rencontre, c'est le Forum culturel, une initiative de nos cultures. Depuis 2017, ça a commencé l'aventure. Et plus récemment, à partir de juin passé, les rencontres se font chaque samedi de 10h à 11h pour aborder, débattre, discuter des questions du patrimoine et du développement. Et l'exercice va se faire également aujourd'hui autour de la thématique patrimoine. Est-ce que c'est une niche d'opportunité pour les jeunes qui est restée jusqu'à aujourd'hui inexploitée? Et justement, pour débattre de cette question, nos cultures a sélectionné dans la crème et dans la bonne graine et a mobilisé des acteurs, des spécialistes de la question. D'aucuns sont des managers, d'autres des directeurs d'initiatives dans le domaine de l'industrie culturelle et d'autres présidents d'associations. Je vais les présenter rapidement pour qu'on aille sur le vif du sujet. La première personne que je vais présenter, c'est bien évidemment Monsieur Franck Kemayo, que vous connaissez certainement. Il est un spécialiste en gestion du patrimoine culturel. Il a pris beaucoup d'initiatives dans le domaine de la valorisation et de la promotion du patrimoine. Et l'une de ces initiatives, c'est bien évidemment la création de l'association qu'on appelle l'Association internationale Patrimoine sans frontières. Monsieur Kemayou, bonjour. Un signe de main pour nous montrer que vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur Komlan. À côté de lui, nous avons notre cher ami Amakoe Son City. J'espère l'avoir bien prononcé. C'est un acteur, je vais dire un manager, un chargé de programme. Il est économiste de formation, mais actuellement, il est un chargé de programme d'une grande initiative interpays, je veux dire intercontinent, qu'on appelle Atama-Duni Heritage Hub, une initiative mise en place par l'Université Senghor d'Alexandrie, qu'il coordonne et dont il assure la réalisation. Cher City, bonjour. Le micro. Là, vous m'entendez? Très bien. Voilà, je suis à Amako City, comme vous l'avez dit, de l'Université Senghor à Alexandrie. Précision importante parce que nous avons également des campus dans d'autres pays. Et l'initiative, c'est Utamaduni Heritage Hub, que le département culture met en œuvre. Et donc, j'appuie le directeur dans la coordination de ce projet-là. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre présence sur cette rencontre. Alors, la fleur du groupe, c'est bien évidemment Madame Doria Tonsi. Elle est directrice, ce qu'on appelle CEO, manager principal d'initiative d'un start-up qu'on appelle Shedio Design, qui travaille dans le domaine de la valorisation et de la promotion du patrimoine. Et elle est algérienne. Chère Doria, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Moi-même, je suis comme Paco Malomakpe. Je suis journaliste culturel, mais surtout gestionnaire du patrimoine culturel. Et j'ai une expertise en tourisme. Et voilà, et je conduis cet échange un débat pour lequel nos cultures nous a associés et nous sommes très heureux d'être avec vous. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet et permettre vraiment aux internautes de comprendre davantage ce qu'on entend par patrimoine et de comprendre quels sont les secteurs dans lesquels
on peut innover, les secteurs d'activité dans lesquels on peut, à partir du patrimoine, produire du contenu, créer de la richesse, créer de l'emploi, etc., notamment à la jeunesse. Nous voudrons quand même permettre à nos internautes de comprendre davantage ce qu'on entend par patrimoine. C'est quoi le patrimoine et qu'est-ce que ça rapporte? Et en quoi ce patrimoine peut être un vivier d'opportunités, une source d'action, d'activité, une matière première pour des initiatives, des activités, des métiers, etc. Et pour ça, j'aimerais déjà commencer par entendre ce que M. Kemarou pense de cette première question. Monsieur Franck Kemarou. En attendant, donc c'est la même question qui va être, parce que c'est un tour de table autour de cette première question, de compréhension de la notion de patrimoine et de compréhension de ce qu'on peut partir du patrimoine pour conduire des projets, créer de l'emploi, créer des activités, des métiers, des activités pour la jeunesse. Alors, en attendant que M. Franck Kemarou nous rejoigne, est-ce que Madame Doria, qui a déjà une entreprise qu'on peut appeler industrie culturelle ou créative, comment est-ce que vous avez eu l'idée de partir du patrimoine pour créer une industrie du genre? Qu'est-ce que vous avez compris par patrimoine et en quoi ce patrimoine a été une source, une matière première pour votre entreprise chez Dio Design? Alors, en fait, moi, c'est par passion que j'ai commencé à travailler dans le domaine du patrimoine. J'ai toujours été passionnée par tous les sites archéologiques qu'il y a en Algérie. Et en fait, depuis que je suis petite, quand on va visiter des sites, je me pose toujours la question de savoir quelle est l'histoire de ce site, pourquoi il est là. Donc voilà, toutes ces questions de curiosité qu'on se pose quand on est jeune. Et avec le temps, on apprend que le patrimoine, c'est toute notre histoire, c'est notre identité, c'est notre culture. Donc, il est là, c'est pour une raison, c'est pour qu'il nous apprenne qui on est, d'où on vient. Et je pense que c'est très important, tout d'abord, de le sauvegarder et d'essayer de le garder au maximum pour les générations futures, pour qu'elles aussi aient une part de cette identité, qu'elles ne partent pas, ou qu'on ne la retrouve pas juste dans les musées, parce que le patrimoine, c'est pas juste quelque chose de tangible, c'est par exemple toute l'histoire de l'Afrique qui vient de chants, d'histoires qu'on se raconte de mère en fille ou de père en fils. Donc voilà, tout ce patrimoine-là qu'on doit sauvegarder. C'est de là qu'est partie l'initiative de chez Dio. Et voilà, donc on a commencé à travailler déjà sur des sites qui sont très connus à Alger, à la capitale. Et petit à petit, on s'étale vers d'autres sites qui se situent dans d'autres wilayas. Et voilà, on espère continuer et voilà, c'est-à-dire présenter ce patrimoine d'une façon innovante via les nouvelles technologies aux jeunes et leur dire que voilà, le patrimoine, c'est pas quelque chose qui concerne juste voilà, les générations passées, ça nous concerne tous et on espère les sensibiliser à ça. Merci beaucoup, cher Dorian, pour ce rappel. Vous avez su bien expliquer que le patrimoine, voilà, c'est tangible, intangible. Il faut partir de cela pour créer des activités innovantes, innover, créer, rester dans la créativité. J'aimerais bien entendre également mon cher Siti par rapport à la même question et si voir dans quelle mesure et il peut faire quelques compléments par rapport à cette première question. Oui, merci Pacom.
Alors, dans la continuité de ce que Doré a dit, je pense que je dirais que dans une autre vie, avant d'être bien sûr à l'université, j'avais déjà eu cette opportunité de toucher du doigt la question parce que j'avais une association qui travaillait dans la valorisation du patrimoine au Togo justement, et par rapport à ça, j'avais mis en place un projet. Et j'avais compris déjà à l'époque qu'il y avait une certaine richesse encore qu'on pouvait exploiter, nous jeunes. Surtout que vous savez, quand vous évoluez dans ces domaines-là, on tend à croire que voilà, c'est comme si vous êtes perdu, puisque l'environnement est plus axé sur le travail dans les administrations et tout. Et donc, on ne réalise pas nécessairement cette richesse qu'on peut créer à partir du patrimoine. Et déjà très tôt, moi, j'ai eu cette envie-là d'évoluer dans ce secteur et c'était orienté vers l'immatériel. C'était un peu les danses et des pratiques que nous essayons de mettre à jour hein, et de préserver, notamment en mettant en place des documentaires ou des éléments desquels les jeunes pourraient apprendre, mais qu'on peut aussi déjà commercialiser. Et donc, voilà un peu dès 2015 ce que j'ai essayé de faire. Mais pour revenir un peu à aujourd'hui, entre là et aujourd'hui, il y a véritablement une révolution qui s'opère de manière générale sur le continent, une prise de conscience globale avec l'appui de différents acteurs. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent davantage à ce secteur. Et moi, étant à l'université, l'une de nos ambitions aujourd'hui, c'est de former davantage les jeunes à pouvoir saisir ces opportunités et en faire donc une source de revenus durable. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous avons commencé déjà par rentrer dans le vif du sujet. On entend des thèmes. Nous entendons des notions comme voilà, patrimoine, comme source de revenus, durabilité des actions au patrimoine. On a entendu la notion de l'innovation, justement. Et on a compris qu'il s'agit quand même d'un vivier d'opportunités pour la jeunesse. Alors, concrètement, lorsqu'on a le patrimoine, on connaît ce que c'est, matériel, immatériel, et subaquatique et tout ce que nous savons. En quoi ou comment ce patrimoine peut nous permettre maintenant de construire des activités pour créer des emplois, générer des revenus, faire des recettes. Quels sont les secteurs de ces activités? Et quelle est la cartographie, la présentation qu'on peut faire de ces différentes activités? Et pour ça, je crois que nous avons une personne inspirante qui est Madame Doria, qui vraiment a un start-up. Quand nous disons start-up, nous comprenons ce que c'est. C'est une entreprise. Et on n'a pas mieux qu'un gestionnaire d'un grand programme qu'on appelle Utamatodi, qui part aussi bien évidemment de ce secteur-là. Alors, je vais commencer déjà avec Madame Dorian pour nous donner des éléments de réponse à cette question de secteur d'activité généré par le patrimoine, les activités dont on peut parler. Après, nous reviendrons sur la question de la formation. Comment on peut former les jeunes, toujours dans ces différents secteurs? Alors, il y en a tellement des secteurs. Moi, je pense que vraiment, on peut exploiter différents secteurs. Je pense notamment à l'audiovisuel, à tout ce qui est production de films, de documentaires, etc. Nous, ce qu'on fait dans notre start-up, c'est de la réalité virtuelle. Donc, ça concerne le secteur des nouvelles technologies. Et ce qu'on est en train de faire de nouveau, c'est qu'on est en train de réaliser aussi un jeu vidéo. Donc ça, vraiment, ça concerne vraiment les jeunes, donc ils sont très, voilà, très attirés par les jeux vidéo. Et en fait, c'est un secteur très porteur et qui aussi propose différents et beaucoup d'emplois, de postes d'emploi. Parce que c'est toute une industrie. Donc, quand on veut créer un jeu vidéo à grande échelle, on a besoin d'une très, très grande équipe. Donc, voilà, je pense à ces secteurs-là. Mais il y a aussi
il y a aussi d'autres secteurs. Il y a par exemple euh, la musique aussi, pourquoi pas. On peut exploiter ce secteur pour le patrimoine. On peut exploiter aussi tout ce qui est édition, donc livres, écriture, voilà tout ça. Donc voilà, il y a vraiment différents secteurs. Je pense qu'il faut juste être innovant dans la façon de présenter ce patrimoine et voilà, de se détacher de l'esprit un peu vieillot des musées de temps en temps qu'on trouve et aller vers des choses nouvelles, de nouvelles formes de présentation, de nouvelles formes de sensibilisation, de formation aussi, comme vous disiez. Nous, ce qu'on fait, c'est pour les jeunes, c'est directement d'aller dans des universités, leur parler d'abord de nouvelles technologies, parce que c'est ce qui les intéresse le plus, et après intégrer la partie patrimoine et histoire, parce que c'est l'histoire de leur pays aussi, et leur dire, voilà, si vous avez des idées concernant ce sujet-là, voilà, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez chercher des projets qui pourront être rentables, vous pouvez chercher des projets innovants, etc. Et jusqu'à présent, on a eu un bon retour. Il y a vraiment un intérêt pour les jeunes concernant ce patrimoine-là, mais bien sûr une vision autrement différente de la nôtre. Et je trouve que c'est magnifique. Alors, merci beaucoup. Bon, ce qu'on appelle les dieux de la technique sont avec nous grâce à il nous a ramené notre cher aîné Franck Mayou. Et donc, nous étions en train de débattre de la question de l'appropriation de la notion de patrimoine et de voir en quoi on peut, à partir du patrimoine, mettre en place des activités génératrices de revenus, des activités qui peuvent produire, permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Et donc, je voudrais bien évidemment que vous reveniez sur ce qu'on peut comprendre par la notion de patrimoine et voir déjà si vous pouvez nous rappeler un peu quelques secteurs d'activité qui peuvent être générés ou créés à partir de ce patrimoine, bien évidemment. Monsieur Kemayou, vous avez la parole. Je pense qu'il est figé. Oui, là, il a bougé. C'est bon, vous... Monsieur Franck, vous nous avez entendu? Donc, ce qu'on fera, c'est qu'en attendant qu'il nous rejoigne, mon cher Siti. Oui, j'ai pas suivi. La question. La question, c'est de Je n'ai pas suivi la question. OK. Oui. On a commencé le débat et donc nous avons déjà fait un tour de table pour comprendre ce qu'on peut entendre par patrimoine. Et justement, je voudrais que vous reveniez un peu sur cette définition et Oui. offrir un peu la réflexion sur voilà, les secteurs d'activité qui peuvent être générés par le patrimoine. Ah, d'accord. OK. Donc, lorsqu'on parle patrimoine culturel, on fait allusion, n'est-ce pas, à notre héritage culturel, puisque c'est ce que cela signifie en anglais, cultural heritage. C'est tout l'ensemble de notre richesse, que ce soit la danse, le chant, l'artisanat, le folklore, la langue. Ce sont tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et voilà ce qu'ils avaient jugé comme héritage culturel. Et aujourd'hui, on est aujourd'hui à l'ère de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Donc, le patrimoine aujourd'hui doit rentabiliser, ça doit apporter de l'argent. Ce n'est plus simplement une fierté identitaire qu'on brandit comme ça. Il faudrait bien que cela génère des revenus. Et pour cela, il y a beaucoup de secteurs qui rentrent dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Il y a notamment la musique, il y a la télévision,
il y a la publicité, il y a les jeux vidéo comme Doria disait tout à l'heure, il y a l'architecture, il y a le patrimoine même, parce que voilà, il y a les métiers du patrimoine. Donc, il y a la gastronomie. Voilà un ensemble de secteurs aujourd'hui, un ensemble de secteurs qui peut être exploré avec un peu de créativité, puisqu'il y a le thème également industrie culturelle et créative. Avec un peu de créativité, on peut donner à ces secteurs un contenu culturel, artistique qui s'inspire, n'est-ce pas, de notre passé ou de notre héritage. Voilà un peu comment je peux, de façon ramassée, faire le lien entre le patrimoine et les métiers qui aujourd'hui peuvent rentabiliser dans ce domaine, puisque par le passé, le patrimoine culturel était, comment je vais dire, était un bien social, si je peux dire ça ainsi. Il n'y avait pas une rentabilisation économique. Voilà, c'était juste une fierté identitaire que les gens brandissaient. Mais aujourd'hui, on a dépassé cela. Il faut bien que le patrimoine rapporte de l'argent. Et voilà, de façon ramasser les différents secteurs qui peuvent aujourd'hui inspirer les jeunes dans ce sens. Alors, merci beaucoup pour ce rappel et cette précision. Et justement, nous tournons vers Siti pour qu'il nous rappelle un peu quelle est l'importance pour rentabiliser le patrimoine, l'importance de la formation. J'ai vu qu'il coordonne un de ces projets qui s'inscrit dans le renforcement des capacités des jeunes. Parlez-nous un peu d'abord des types de formations qu'on peut retrouver, qu'on peut faire pour capitaliser le patrimoine et en quoi cela est important aujourd'hui. Alors, je commencerai d'abord par dire que n'est pas entrepreneur qui veut. Il faut pas se leurrer. Il faut des connaissances de base. Et donc, ces connaissances d'ordre théorique permet justement aux jeunes et à toute personne d'ailleurs qui souhaiterait entreprendre dans tout secteur, et ici en particulier dans le secteur du patrimoine, de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, quels sont les prérequis. Et maintenant, au-delà de ça, dans le champ spécifique du patrimoine, de voir les spécificités donc de ce secteur. Et à partir de là, il y a cet accompagnement, parce que quand nous parlons de l'innovation ou de la créativité, il faudrait quand même essayer de voir sous quel angle on peut trouver quelque chose d'utile, d'original, mais qui peut être valorisé. Et tout ça, c'est grâce à la formation qu'on arrive à insuffler cet esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Et l'autre volet par lequel la formation peut servir, c'est également l'accompagnement qu'on peut offrir, cet accompagnement technique, l'expertise qu'on peut mettre à la place, à l'endroit pardon des apprenants ou des gens qui souhaiteraient s'engager, et à travers les mentors qui peuvent les accompagner. Et puis, je dirais aussi au-delà de ça, qu'il y a finalement le réseau, des gens qui peuvent avoir des mêmes idées, partager entre eux, échanger. Donc, autour de la formation, voilà un peu ce qu'on peut mettre en place. Alors, peut-être aussi pour aller dans le même sens que mon cher Franck, je crois que cette thématique de l'entrepreneuriat autour du patrimoine peut s'analyser aussi sous plusieurs angles. Donc, il y a le volet purement économique, le volet environnemental aussi, parce que l'environnement aussi est aujourd'hui une opportunité pour entreprendre. Il y a les aspects sociaux, les aspects culturels. Il a bien parlé des traditions, la gastronomie même, qui constitue un champ de... Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. D'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit couper son micro pour permettre d'avoir moins d'écho. L'acoustique est un peu... Voilà. Et aujourd'hui, la technologie également permet donc de pouvoir, la rencontre entre la technologie et le patrimoine constitue une source également pour entreprendre. Ah, ok, merci beaucoup. Alors,
entreprendre, vous l'avez dit, on n'entreprend pas parce qu'on veut, mais il faut avoir les techniques, il faut avoir les outils pour l'entrepreneuriat. Vous avez insisté sur la notion de l'innovation, de l'utilité de ce qu'on veut mettre sur le marché au profit des consommateurs. Vous avez parlé aussi de l'accompagnement technique. Alors, je donne un exemple. Chez nous, nous avons par exemple un mets qu'on souhaiterait valoriser. C'est-à-dire, on veut créer à partir de ce mets, par exemple, un produit qui peut être utile aux communautés. Quel va être le processus? Quel va être le processus pour que finalement, au bout de l'action et des activités menées par le jeune, il aura un bien, un service à rendre disponible sur le marché pour soit créer de l'emploi ou créer de la richesse. Je lance la question à tout le monde. Je sais que j'ai déjà demandé trop à Madame Doria sur cette question. Je vais peut-être renvoyer la question à notre cher Franck pour qu'il nous explique un peu tout le processus qui peut permettre à un jeune de partir d'un élément du patrimoine ou d'un bien du patrimoine pour avoir maintenant soit un service, un produit, un bien qui peut être commercialisable. Voilà, merci pour la question. Je vais prendre un secteur comme la gastronomie, pour être plus concret. Voilà, aujourd'hui, les savoir-faire culinaires font partie de notre héritage culturel parce que lorsqu'on parle d'industrie culturelle et créative, ce sont des métiers donc, qui ont pour le patrimoine culturel. Donc, on part donc de notre patrimoine culturel pour produire de la richesse. À partir de nos savoir-faire, par exemple, quelqu'un peut à la fois rédiger un livre de recettes sur, je vais prendre un mets, par exemple, la tchéké. Et il peut rédiger une recette sur la tchéké. Il peut ouvrir un restaurant ou alors une chaîne de restaurants. Il se lui apporte rentabilité. Et il peut également faire une formation, donner des formations sur comment est-ce qu'on prépare la tchéké. Donc, voilà une autre branche, comment est-ce qu'il peut rentabiliser à partir du savoir-faire, c'est-à-dire savoir préparer la tchéké. Voilà, il a déjà un livre qui contient sur les recettes de la tchéké et la préparation. Il a un restaurant où il vend la tchéké. Il offre des formations sur comment est-ce qu'on prépare la tchéké, des masterclass. Et il peut également, comment je peux dire ça? Il peut être un spécialiste. Il peut être appelé pour enseigner. Il peut être consulté sur la question de la tchéké. Voilà, rien qu'un exemple sur l'art culinaire. L'art culinaire qui rentre dans les savoir-faire, qui rentre également dans ce qu'on appelle les éléments du patrimoine culturel et matériel et qui rentre dans la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Maintenant, on peut prendre un autre secteur. On peut prendre le secteur de l'artisanat. Quelqu'un, à partir de l'artisanat, à partir du savoir-faire lié à l'artisanat, il peut également confectionner des produits dérivés de l'artisanat. Il peut ouvrir toute une industrie, voilà, produire en série ces produits. Il peut également avoir des projets dans le domaine social, c'est-à-dire il peut organiser des formations des jeunes dans le domaine de l'artisanat. Il peut également, après les formations, il peut même écrire des ouvrages sur l'artisanat, donc sur le savoir-faire, sur les questions liées à... Il peut aller même plus loin. Il fait des études comment je vais dire, du droit du patrimoine. Il peut devenir un conseiller juridique pour ce qui est du domaine de la culture. Comment est-ce qu'on peut labelliser un produit culturel ou un bien culturel? Comment est-ce qu'on peut protéger son indication géographique? Comment est-ce qu'on peut donner une appellation d'origine à un bien culturel? Il y a tellement d'opportunités à partir d'un seul axe. Il faut simplement, comme on dit, de la créativité. Il faut de la créativité
pour pouvoir y arriver. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut partir d'un domaine précis. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est encore plus facile. Il y a des gens qui sont avec Internet, ils arrivent, n'est-ce pas, à présenter tout ce qu'ils font. Ils ont un site Internet où, voilà, ils présentent tout ce qu'ils savent faire. Ils peuvent, et sur ce site Internet, ils ont une certaine popularité, ils peuvent, n'est-ce pas, ajouter de la publicité. Il y a tellement de possibilités, tellement de possibilités. Voilà, j'ai simplement pris deux exemples, à savoir l'art culinaire, les savoir-faire liés à l'art culinaire et les savoir-faire liés à l'artisanat, qui sont des domaines liés au patrimoine culturel et matériel énumérés dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO de 2003. Merci, c'est très édifiant ce que vous dites. Et justement, j'aimerais demander à Mme Doria si, pour entreprendre, pour que vous mettiez vous rendez concret le start-up, il a fallu que vous imaginez. Et si tu me permets, oui, s'il te plaît, et si tu me permets, pour faire allusion à Doria, tu peux me créer un jeu vidéo. Tu peux me créer un jeu vidéo sur l'art culinaire où tu poses des questions. Et voilà un autre aspect que j'ai oublié. On peut créer un jeu vidéo et le commercialiser. Alors, et justement, on va toujours vers Mme Doria pour comprendre si, voilà, comment elle a pu partir du patrimoine pour innover et être aujourd'hui un start-up reconnu, voilà, qui a une certaine autorité en Algérie. Parlez-nous un peu de votre cas, parce que justement, pour inciter les jeunes à aller vers ceux dont nous parlons, c'est bien qu'ils comprennent un peu le process, qu'ils comprennent comment et puis surtout après on reviendra pour expliquer un peu les gains, ce qu'on gagne autour de la chose. Mais en attendant, expliquons-leur à nos internautes le process et comment vous avez pu, votre cas spécifique, vous avez pu partir du patrimoine pour créer est-ce qu'il vous a fallu vous former? L'inspiration est venue comment? L'innovation, quels sont les éléments d'innovation que vous avez intégrés dans le produit? Très bien. Alors, en fait, ce qu'on a préféré faire, parce qu'on a vu pendant la période du Covid qu'il y a eu des initiatives à l'étranger, que ce soit des entreprises ou autres, qui faisaient des visites virtuelles de musées, de sites touristiques, de sites archéologiques, etc. Et c'était des visites virtuelles de l'état actuel des sites, donc qu'on mettait sur Internet. Et en fait, ce qu'on a préféré ajouter de plus, en fait, c'est de faire une visite virtuelle, mais de comment était ce site dans le passé, c'est-à-dire dans son état initial. Et en fait, on remet à l'état tout le site. Quand je dis on remet à l'état, c'est virtuellement, bien sûr, via la 3D et la programmation, tout le site archéologique pour que les visiteurs qui soient chez eux sur le téléphone ou le PC ou alors qui viennent sur place sur le site, pouvoir visualiser exactement comment était le site dans le passé. Et en fait, ça répond à différentes questions et en fait, ça ouvre les yeux un peu aux visiteurs et ils se disent ah bon, c'était comme ça, c'était aussi coloré, il y avait autant d'objets, il y avait autant de monde qui habitait ce site-là. Donc voilà, il y a vraiment une autre vision qui se fait du patrimoine. Donc nous, dans notre cas, on a préféré prendre le patrimoine architectural, comme vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, je parle de sites archéologiques et d'objets aussi, donc voilà, d'objets archéologiques. Mais voilà, on peut faire ça, comme a dit Franck, avec différents types de patrimoine, que ce soit culinaire, tout le patrimoine immatériel. On peut aussi le refaire en réalité virtuelle ou en 3D ou en un jeu vidéo ou peu importe. Ça reste le fait d'intégrer la technologie dans ce secteur et aussi de le rendre vivant, de lui rendre un peu son panache d'origine. Et voilà, c'est vraiment
une formation qui a été faite en amont et aussi pendant la réalisation de notre travail, parce qu'on travaille bien sûr avec des archéologues et des historiens de l'Université d'Alger, qui eux nous orientent et nous corrigent dans notre travail. Comme ça, on peut présenter des produits qui sont pas 100% exacts, mais qui sont très proches de la réalité, pour que le visiteur, bien sûr, on l'induit pas en erreur. Et voilà. Donc, on travaille avec des spécialistes et on apprend aussi au même moment, donc au même moment qu'on est en train de faire le projet. Et voilà, donc c'était ça, c'était une initiative d'abord personnelle. Et puis on s'est dit, pourquoi pas générer des revenus aussi par cette activité-là, pourquoi pas la proposer au public, aux musées, aux institutions. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça que chez Dieu est né. Merci beaucoup pour cette partage d'expérience, justement, qui nous permet de comprendre le process. Quand je joins votre intervention à celle de Franck, je comprends qu'il y a un processus, il y a ce qu'on peut appeler un éveil d'esprit pour capter l'élément créneau-porteur et maintenant partir de cette passion pour la chose avant maintenant d'intégrer réellement la question de l'économie, justement, pour partir de cette passion qu'on a et créer, je vais dire, de la richesse. Alors, je reviens à monsieur Siti pour savoir avec lui si les différentes formations qui existent prennent en compte un certain nombre d'éléments un peu plus pointus et techniques, puisque lorsque j'ai écouté Monsieur Franck, j'ai écouté Madame Doria, on a compris que à partir du patrimoine, qu'il y a, lorsque vous voulez produire un bien ou rendre disponible un service, il y a tellement de métiers connaissent qui sont impliqués. Pour, par exemple, quand je prends l'élément, la réalité, les jeux vidéo, il a fallu l'intervention, par exemple, des designers, des graphistes, des photographes, toutes ces personnes qui doivent pouvoir intervenir pour pouvoir, voilà. Et même chose hein, pour le livre dont on a parlé avec notre cher René Franck. Donc, pour du livre, il faut un éditeur, il faut ceux qui vont réaliser les photos, les dessins, etc. Il faut un rédacteur. Donc, tous ces corps de métier. Est-ce que les formations, le programme de Umatadi Heritage prend en compte ces éléments ou ça reste un peu plus général? Mais si c'est le cas, comment maintenant davantage rendre plus pointues les formations pour que les jeunes puissent vraiment aller vers des choses plus concrètes en formation afin d'être réellement déjà disponibles sur le marché de l'emploi? Alors, merci. J'espère que vous me recevez bien toujours. Alors déjà, vous avez donné un exemple sur lequel je voudrais revenir un peu, la gastronomie. Pour dire un peu que le processus, ça démarre toujours à partir d'une idée. Et en tant qu'entrepreneur, on doit avoir ce flair-là, hein, être un peu visionnaire. Et déjà, on peut essayer de voir ce qui se fait ailleurs, comme Doria l'a dit tout à l'heure. On peut observer aussi la tendance hein, sur les marchés, ce qui se passe. Et puis, il peut avoir déjà quelque chose qui existe et donc on souhaiterait davantage améliorer. Donc, l'idée vient de là et on essaie maintenant, quand je prends l'exemple de la gastronomie, nous avons par exemple du côté du Togo, l'alcool à base de le vin de palme, on a ce que nous appelons comme, Franck a évoqué Attiéké tout à l'heure. Et donc, on se dit, il y a ce besoin parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un besoin autour de ce qu'on veut exploiter et que ce soit vraiment pertinent le choix qu'on fait. Et donc, à partir de ce moment où on identifie, on essaie de voir sur quel axe on veut vraiment se positionner. Est-ce que c'est au niveau de la composition, au niveau du menu, des ingrédients qu'on veut innover pour apporter un autre goût? Est-ce que c'est le processus qu'on veut améliorer? Est-ce que c'est la présentation du produit qu'on veut, c'est sur la présentation qu'on veut intervenir ou c'est sur l'ensemble?
Donc, à ce moment, il faut pouvoir aller sur le marché, faire une étude de marché et voir si le produit vraiment pourra rencontrer les besoins, qui a satisfaire les besoins. Maintenant, nous, en termes de formation, on accompagne dans l'identification donc de ces idées, par quel processus on peut arriver à identifier de bonnes idées. Et c'est généralement des activités d'éveil à la créativité, à l'esprit critique, à la curiosité qu'on essaie de faire. On essaie également au-delà de ça, parce qu'on a des idées et tout. Les formations sont parfois un peu, je dirais, générales, mais on essaie d'adapter. Il y a des spécialistes. Je prends le cas de Utamaduni Heritage Hub. Nous avons formé autour du patrimoine et l'entrepreneuriat culturel. Et donc, on a essayé d'embrasser toutes les thématiques connexes. Et donc, ils ont eu à travailler sur le tourisme et le patrimoine, l'environnement, le patrimoine et l'environnement, le patrimoine et les technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle, le changement climatique. On a essayé de voir tous les secteurs connexes donc au patrimoine. Et à partir de là, on les a amenés donc à identifier chacun une idée dans un des secteurs identifiés. Et là, à partir de là, il y a des spécialistes qui viennent, qui leur parlent des opportunités qu'ils peuvent avoir. Ils identifient leurs idées et on les accompagne avec des entrepreneurs, des spécialistes de la question patrimoniale, des spécialistes de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, nous mettons en place un système d'accompagnement par des entreprises spécialisées ou des individus, en tout cas, qui ont cette compétence, cette connaissance du terrain, un programme de mentorat en quelque sorte. Donc, au-delà de la formation, je dirais, théorique sur la question, il y a de l'appui technique qu'on donne et l'accompagnement sur les subtilités du marché, les réalités du marché, parce que entre ce qu'on apprend dans les livres et ce qu'on découvre parfois, il faut vraiment cette expérience pour essayer d'y faire face. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter en complément de ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Alors, une chose qui se dessine réellement des différentes interventions, c'est ce que je peux appeler la continuité de la formation. Il me semble que lorsque vous avez une formation générale, voilà, un étudiant qui a fait par exemple la gestion, le droit, la sociologie, c'est du général. Lorsqu'il va décider de rentrer dans l'entrepreneuriat autour du patrimoine, j'ai compris qu'il y a cette question de je vais dire, de recadrage de ses compétences à travers une formation continue. Et il me semble, pour vous avoir écouté, et aussi écouter Madame Doria, que c'est presque une sorte d'exigence de rester toujours continu dans cette quête de compétences et de savoir lorsque vous voulez entreprendre dans le patrimoine. Est-ce que je me trompe, cher Franck, est-ce que je me trompe de dire qu'il faut toujours rester dans une certaine continuité de quête de savoir et de connaissances lorsqu'on veut entreprendre dans le patrimoine? Est-ce qu'il nous reçoit? Monsieur Franck nous a entendu, ou bien je laisse d'abord Madame Dorian pour répondre à cette question, avant que maintenant nous allions vers les questions voilà, entreprendre aussi, lorsque vous avez la technicité, il faut maintenant un capital. Monsieur Franck, votre micro est coupé. Ah, d'accord. Oui, voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre un peu la question pour que je puisse me rassurer que... La question, lorsque nous avons entendu Madame Doria, lorsque nous avons entendu Monsieur Amakoy sur la question de formation, l'idée qui se dessine de plus en plus, c'était la question de la continuité de la formation, la quête constante, permanente
de savoir et de connaissances lorsqu'on veut entreprendre je voudrais savoir si c'est réellement ce qui est. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne se trompe pas si on dit que lorsque vous voulez entreprendre dans le patrimoine, il faut davantage vous former et être tout le temps en quête de connaissances et de savoir? Bien sûr, cela va de soi parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un domaine très concurrentiel. Il faut être à la pointe, je vais dire quoi, il faut être à jour. C'est comme un logiciel. Un logiciel qui n'est pas à jour ne peut pas être efficace. Donc, et pour être efficace, cela passe par la formation. Et comme la plupart des métiers, celui qui arrête de se former, voilà, il ne pourra pas être à jour, il ne pourra pas être pointueux. Et surtout qu'on est dans le domaine économique, il y a le côté marchand. Il faut non seulement être ingénieux pour savoir comment produire, vous allez m'excuser la tautologie, un bien ou un produit de qualité, comment produire, parce que l'environnement est concurrentiel, il ne faut pas l'oublier. Il faut les différents domaines des industries culturelles et créatives que nous avons énumérés, nous ne les inventons pas en 2024. Ce sont des domaines qui existent depuis. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un entrepreneur? C'est la plus-value. Quelqu'un qui fait, par exemple, la tchéké. Sur Internet, l'autre jour, j'ai regardé des jeunes Ivoiriens qui ont fait la pizza avec la loco. C'est-à-dire, voilà, ils sont arrivés dans le marché de la pizza. Ils se sont dit, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a tellement de pizzerias. Mais ils se sont dit, on va ajouter le traditionnel à ce qui est connu. Ils ont fait maintenant la pizza avec la loco. Et ça a explosé. Voilà leur plus-value. Mais vous pensez que s'ils arrivaient sur le marché et proposaient voilà, la pizza comme ce qui se fait déjà, ils n'offraient rien de particulier. Mais en proposant une pizza avec la loco, voilà, il se distingue sur le marché. Ça, c'est le produit. Maintenant, après le produit, il faut le moyen de communication. Vous pouvez produire quelque chose de qualité et vous n'êtes pas connu. Si vous n'êtes pas connu, vous n'allez pas vendre. Il faut trouver des stratégies de communication. C'est la raison pour laquelle la formation, il faut se former. Un entrepreneur, c'est une machine à tout. Il doit savoir, il doit connaître, faire un peu, voilà, il va toucher à plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle à Otamadouni, que j'ai eu le privilège de suivre la formation, on nous a appris, voilà, il y avait des différents aspects, il y avait l'aspect communication. Comment est-ce que tu peux vendre ton produit même à des partenaires techniques financiers? Il faut savoir faire un pitch, savoir t'exprimer en public. Voilà, si aujourd'hui tu as ton projet, tu as besoin d'un financement, il faut avoir la capacité de t'exprimer. Si des personnes sont là et qui veulent financer ton produit, il faut t'exprimer, il faut vendre le produit, il faut leur montrer que ton produit est un produit qui se distingue de ce qui est déjà sur le marché. Et il faut leur montrer également les moyens de communication parce que quand des partenaires financiers te donnent leur argent, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ils veulent se rassurer que voilà, tu dois rentabiliser. Il faut donc leur montrer que voilà ma stratégie commerciale, voilà mon modèle économique. Voilà comment est-ce que je vais me différencier. Voilà ce qui va faire la différence par rapport à ceux qui sont déjà sur le marché. Donc, je ne peux que militer ou alors aller dans le même sens que M. Amakoué en disant que, bien sûr, l'entrepreneuriat n'est pas un petit peu, voilà. Ou alors qui est déterminé, disons-le comme ça. Et peut-être si tu permets, Pacôme, je dirais que, en fait, il y a une connaissance de base, mais il faut renforcer ces connaissances, il faut actualiser ces connaissances. Et nous savons aujourd'hui que les choses changent rapidement. Il y a de nouvelles choses qui apparaissent, qui font que nos connaissances ou nos certitudes d'avant sont parfois déconstruites totalement. On perd ses repères. Et donc, quand Franck parle de modèle économique, justement, ce qui était valable à l'ère où Internet n'était pas assez développé ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, comment, dans son modèle économique, on arrive à intégrer tous ces éléments de communication, les canaux, les nouveaux canaux qu'on peut avoir grâce à Internet et tout, comment est-ce qu'on arrive à les intégrer de manière efficace? Et c'est ça aussi l'avantage de la formation. Mais ça on ne dira pas que l'entrepreneur, à lui seul, doit avoir toutes ces compétences.
il faut aussi savoir s'entourer des gens. Et ça aussi, parfois, on l'apprend. Donc, savoir négocier les compétences qu'il faut et s'entourer des bonnes personnes. Et ça, je le dis souvent, c'est la capacité de négociation donc, de l'entrepreneur qui est en jeu. Donc, il doit pouvoir identifier les compétences, savoir aussi comment garder, mobiliser, motiver les gens avec qui il travaille pour justement toujours produire quelque chose d'actuel et d'intéressant sur le marché. Merci beaucoup pour cette précision. Justement, euh, cette question, enfin, vous avez anticipé sur une des questions en cours posées par un des internautes qui voulait savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des formations à la carte? Quels sont les types de formations, les filières de formation qui existent? Et nous les avons un peu abordées. Est-ce qu'il y a des formations à court ou long terme? Voilà, j'ai une idée de projet dans le domaine du patrimoine. Comment il faut y aller vite pour que vraiment d'ici 2 ou 3 ans, on puisse commencer déjà par mettre sur le marché nos produits, voilà, nos services, prestations, etc. Alors, il y a une question du genre et qui justement nous renvoie vers la question du financement parce que nous allons faire un tour de table sur comment est-ce que dans les négociations, les techniques dont vous avez parlé là, on peut les utiliser pour, une fois notre idée de projet est mûre, on peut rapidement mobiliser, enfin, trouver des partenaires avec qui on peut travailler sur le produit. Donc, la question de formation à la carte, ça existe. Par exemple, à l'Université Senghor d'Alexandrie, est-ce qu'il y a des formations à la carte, etc. Ou dans l'association Patrimoine sans frontières, ou voilà, ce que notre cher Doria fait de l'autre côté, voilà. Est-ce qu'il y a des formations à la carte, à court ou long terme? Comment ça se présente sur le marché de formation? Je réponds. Oui. Alors, bon, ici, il n'y a pas de formation spéciale dans le domaine du patrimoine. Il y a les universités qui proposent bien sûr la branche histoire ou alors archéologie. Et il y a une école, seulement une école nationale, pour la protection des biens et des sites archéologiques, où ils ont intégré dans leur programme le côté nouvelles technologies, donc les photogrammétrie, scan, voilà, réalité virtuelle 3D, etc. Mais à part ça, il n'y a pas de formation spécialisée. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de proposer des stages aux étudiants qui sont intéressés par ce domaine. Donc, ils viennent directement chez Duo et ils travaillent sur un projet concernant le patrimoine. Et voilà, c'est comme ça qu'ils apprennent un peu les bases du patrimoine, comment ils peuvent travailler dessus. Et donc voilà ce qu'on fait de notre côté pour le moment. On espère qu'il y ait, qu'on puisse proposer d'autres choses et puis des initiatives publiques concernant ce domaine. La même question à M. Franck ou à McCoy, la question de formation. Pour vraiment boucler ce volet des échanges, formation à la carte, formation continue. Est-ce qu'il faut perdre encore trop de temps quand vous êtes un entrepreneur? Il faut y aller vite, le marché est là. Si vous ne faites pas vite, il y a la concurrence qui peut, ou le caractère folklore de votre produit, etc. Comment on peut faire rapidement, etc. Voilà. C'est un peu la question. Je me permets peut-être rapidement de dire, parce que nous sommes université, et donc l'université Senghor à Alexandrie existe depuis plus de 30 ans, et donc depuis 93 offre des formations dans le champ de la culture, et aujourd'hui on a un département qui offre des formations en gestion du patrimoine culturel et aussi en management des entreprises culturelles. Donc, à l'issue de cette formation, je crois qu'il y a des modules qui sont consacrés à l'entrepreneuriat, à l'organisation d'événements, voilà. Et donc, les étudiants qui sortent donc de ces spécialités sont en mesure d'entreprendre. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect formation pure, il y a ces compétences transversales que nous promouvons aujourd'hui, la créativité et tout ce qui va avec, pour quand même donner une certaine dose d'envie, de capacité à entreprendre.
Et bien sûr, le montage financier est important. Donc, ils sauront à la sortie, et il y a des réseaux d'alumni qui peuvent aussi consulter. Mais au-delà de ça, moi, je suis de la direction du développement et de l'entrepreneuriat, où il y a des initiatives pour former constamment les jeunes, notamment le programme Mature ton idée, qui permet d'aider les étudiants déjà dès la première année à leur donner des notions en entrepreneuriat, à les amener à avoir un plan d'affaires consolidé qui pourrait mettre, de sorte qu'à pouvoir mettre en œuvre les premières phases du projet dès leur sortie. Donc, il y a ces formats qui existent et le format du Tamadouni Heritage Hub. Mais au-delà de ça, nous avons également des formations à la carte, comme je peux le dire. Et dernièrement, nous avons fait une formation au Tchad sur un certificat en entrepreneuriat culturel d'une semaine. Et je crois qu'au bout de la semaine, les participants ont l'essentiel des connaissances théoriques, mais aussi par le partage des expériences et également le partage des opportunités qu'il y a pour le financement. Donc, on les met dans une situation d'avoir les contenus théoriques, on les met dans les dispositions pour mettre en place un plan d'affaires qui puisse être financé. On leur dit comment aller à la recherche des partenaires financiers et techniques et on leur donne les éléments pour bien communiquer, bien vendre leur idée de projet. Et ça, c'est le format des certificats où voilà quelqu'un qui veut rapidement entreprendre peut voilà aller dans les formats de hub ou d'initiatives MTI que nous avons. Merci. Alors, si M. Franck n'a rien à ajouter par rapport à ce qui vient d'être expliqué, je pense qu'on peut réellement aller sur la question de la... Oui. Voilà, oui, allez-y, allez-y. Je disais que je suis... je ne peux que dire yes après tout ce que M. Amakwe a dit, moi-même en tant que Sengorien ou alors auditeur en management des entreprises culturelles à l'Université Senghor. Moi, je crois que c'est the place to be aujourd'hui en Afrique francophone pour ce qui est de la formation dans le domaine de la culture. Je ne dis pas ça parce que voilà, je suis de là, mais parce que la qualité de la formation qui est donnée et également les opportunités, parce que c'est une chose d'être formé, une chose également d'avoir les opportunités, une chose également d'avoir le réseau, parce que l'Université Senghor a un très grand réseau d'alumni, c'est-à-dire que les anciens qui sont passés par là, ils sont toujours de la maison. Ce sont des mentors, des personnes qui peuvent être touchées à tout moment et qui peuvent, n'est-ce pas, vous apporter du soutien, qui peuvent vous recommander, qui peuvent vous donner des opportunités que peut-être vous n'avez pas eu la possibilité de voir passer. Il y a cet ensemble, il y a ce grand réseau qui est mis en place qui permet, n'est-ce pas, à tout étudiant de l'Université Senghor, notamment du département culture et des autres départements, de pouvoir s'épanouir après ou pendant la formation. Maintenant, je vais dire un mot pour Patrimoine sans frontières, puisque nous sommes une jeune association. Nous organisons également je vais dire des petites formations, des masterclass. Jusqu'ici, c'est réservé aux membres de l'association. Mais très bientôt, nous allons l'ouvrir, n'est-ce pas, à des non-membres pour pouvoir leur apporter notre petite connaissance, notre petite contribution, les aider, n'est-ce pas, à s'exprimer pour ce qui est du domaine entrepreneurial, à prendre des initiatives pour ce qui est des industries créatives ou des industries culturelles et créatives. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Mais avant, je ne saurais finir sans rappeler un aspect que j'ai peut-être oublié dans mon propos précédent à propos des projets aujourd'hui. Et c'est aussi ça l'avantage lorsque tu fais une formation de qualité, c'est également savoir les attentes au niveau aux instances internationales lorsque tu montes un projet. Et c'est très intéressant pour les partenaires techniques financiers. Aujourd'hui, on parle des ODD, des objectifs de développement durable. On parle de l'Afrique que nous voulons
l'agenda de l'Union africaine 2065, l'Afrique que nous voulons, qui a des objectifs à atteindre, ce que l'Union africaine a décidé en 2015, l'atteinte des objectifs. Il y a également des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, lorsque tu montes ton projet, il faudrait également te rassurer que ton projet rentre dans l'un de ces domaines des objectifs de développement durable, puisque c'est la vision que l'Organisation des Nations Unies s'est donnée pour le monde. La faim, la pauvreté, réduire la faim, l'égalité des gens. Si ton projet ne rentre pas dans ces différents objectifs de développement durable, tu auras de la peine, tu seras comme un hors-sujet. Donc, c'est important lorsque tu es un entrepreneur également de réfléchir à ces différents aspects, de réfléchir au volet social de ton projet. Quel est l'apport social de ton projet? Voilà ce que je voudrais dire sur. Merci. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il nous reste à peine 8 minutes et nous irons très vite, rapidement sur la question des négociations pour mobiliser des partenaires autour de notre idée de projet, puisque notre séance d'aujourd'hui nous a permis de comprendre ce que c'est que le patrimoine et en quoi ce patrimoine est une matière première qui peut être exploitée pour créer de l'emploi et de la richesse au profit de la jeunesse. Et maintenant, nous avons expliqué le processus. Nous avons rappelé suffisamment qu'il faut des formations, il faut renforcer les capacités, il faut. Maintenant, sans approfondir la question de financement culturel, on peut au moins quand même dire que lorsque vous connaissez la matière première, vous connaissez le processus, vous avez une idée du projet, comment on peut négocier, où sont les ressources disponibles, les fonds pour accompagner les initiatives du genre dans le domaine du patrimoine sont où et comment on peut les négocier. Voilà, je voudrais que vous, en 1 minute ou plus, que chacun explique un peu rapidement cela avant que nous allons vers un autre côté de notre débat qui concerne l'emploi dans le domaine du patrimoine. Parce que nous sommes en train beaucoup plus de parler de l'entrepreneuriat. Or, il y a aussi des opportunités d'emploi pour travailler, par exemple, dans une mairie, dans une entreprise, etc. Si vous permettez, je peux peut-être y aller. Bien sûr. Moi, je dirais que les possibilités de financement existent d'abord à travers les dispositifs ou les mécanismes nationaux dédiés à la culture, au patrimoine. Même si on sait que la part des budgets qui sont alloués à la culture et au patrimoine ne sont pas conséquents, ça existe et on peut toujours y recourir. Et cela, ça peut passer par la qualité, en tout cas, du dossier qu'on monte et aussi de son propre réseau. Il ne faut pas se leurrer, il y a aussi les réseaux qui comptent. Donc, il faut avoir accès aux informations sur comment entrer dans certains circuits pour avoir les informations à temps et comment s'y prendre. Et moi, ça me rappelle quand j'ai monté un dossier pour le Fonds d'aide à la culture à l'époque, pour ma structure. Voilà, j'ai pas été sélectionné. Déjà, le fonds était assez limité et c'est comme un saupoudrage. Hein. C'est de petits montants qu'on accordait. Néanmoins, il y a des gens qui le font. Donc, il faut aussi essayer de cadrer un peu son projet, que ce soit pas très ambitieux par rapport au fonds qu'on veut solliciter. Hormis ça, je crois qu'il y a les dispositifs à l'international, les fonds internationaux qui existent justement pour le soutien à la promotion, à la préservation des initiatives autour du patrimoine auxquelles on peut accéder. Et donc il y a une pléthore, de fonds qui sont disponibles sur Internet. Il y a ces mécanismes. Nous savons qu'il y a par exemple des associations aussi, par exemple, qui donnent de petits fonds. Donc, on ne va pas aller dans les organisations internationales seulement, il faut aller vers des ONG qui soutiennent. Franck a une structure associative qui soutient. Il faut aussi pouvoir compter sur ces structures pour avoir un peu d'accès. Parce que ça ne sera pas que financier, l'aspect technique aussi. Merci, on vous aurait entendu. Alors, cher Franck, je veux vendre le livre dont nous voulons parler, dont nous avons parlé. Alors, je veux produire le livre. J'irai vers qui pour trouver l'argent pour faire ça? Et comment il faut y aller? Oui. Voilà, tu peux aller vers l'institut. Quand tu produis quelque chose, il faut savoir qui a besoin de cela.
Si tu ne sais pas qui a besoin, tu ne sauras pas où tu vas aller. Donc, si c'est un livre en français, il faut voir les thèmes qui sont abordés. Aujourd'hui, il y a l'Institut français qui finance des projets. Donc, tu montes un projet, par exemple, tu peux aller à l'Institut français et voilà leur proposer le projet. Si ça rentre dans leur cadre, on connaît tout l'objectif de l'Institut français, la diversité culturelle, la promotion de la langue française. Si ton livre va dans ce sens-là, tu leur proposes, écoutez, voilà un livre qui est traduit en français et en allemand, donc vous avez intérêt à le publier parce que ça rentre dans votre cadre, vous êtes au Bénin, au Cameroun, au Togo, et voilà une belle opportunité. Et si ton livre a un volet didactique, tu peux le ministère de la culture de ton pays et tu leur proposes cela. Et au-delà de ces différents structures que je viens d'évoquer à l'international, il y a des fondations comme la Fondation Prince Claus qui propose des petits fonds. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui propose sporadiquement Il y a l'Agence universelle de la francophonie des différents Afrique centrale, les Grands Lacs, Afrique, je veux dire, Moyen-Orient et voilà, il y a ces différents secteurs. Il faut juste parcourir leur site internet. Il faut faire ce qu'on appelle une veille informationnelle qui voilà, pourra te proposer des petits appels. Merci vraiment. C'est sans aller vers les questions de financement de la culture. Nous sommes ici dans l'entrepreneuriat culturel. Comment mobiliser de financement? Et il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de Mme Doria pour nous dire, voilà, lorsque vous avez votre idée de projet, comment vous avez pu mobiliser le financement pour rendre disponible votre produit sur le marché? Alors, on n'a pas demandé de financement. En fait, on a commencé en autofinancement. On a eu la chance d'avoir des compétences directement dans l'équipe. Donc, on a commencé à faire le prototype et puis on a directement proposé ça au public. Et en fait, on n'a pas demandé de financement. On a eu un marché avec une entreprise privée et c'est avec ce marché-là qu'on a pu financer après les autres projets dans le secteur du patrimoine. Mais voilà, ça va lentement de notre côté parce que justement, il n'y a pas eu de financement et donc on est toujours à la recherche d'une structure qui pourra nous financer. C'est vrai que dans notre cas, concernant les nouvelles technologies, c'est des montants un peu plus élevés. Donc on essaye de trouver un financeur. Merci. Il nous reste juste 3 minutes et c'est sans doute le moment de conclure. Et je ne suis pas sûr de... Par contre, s'il te plaît, oui. S'il te plaît, je m'en voudrais, n'est-ce pas, de ne pas mentionner le programme Youth Heritage Africa de l'ICROM, qui est un programme où j'en suis bénéficiaire. Donc, c'est un programme de l'ICROM, voilà, qui est une organisation de l'UNESCO également, qui a un programme sur la jeunesse africaine, la jeunesse africaine dans le domaine du patrimoine culturel et de l'entrepreneuriat culturel. Moi, par exemple, j'ai eu à faire je suis carrément, j'ai eu à bénéficier du financement d'un projet après une formation dans le montage d'expositions virtuelles, un financement de $5,000 pour, voilà. Voilà également une niche. Une niche, lorsque tu as un projet, après une formation pareille, tu peux proposer un projet, être retenu. Doria et moi, nous sommes connus au Bénin, où nous étions invités au Youth Museum, Youth Forum, le forum des jeunes sur les musées. Voilà. Oui. Au forum, c'était toujours un programme du Youth Heritage Africa, où voilà, il y avait également des projets qui, à la fin de la formation, étaient retenus et qui ont été financés. Voilà des petites initiatives que des jeunes peuvent aujourd'hui essayer de grappiller pour essayer de réaliser leur projet. Alors, merci. Je pense que
on peut commencer par résumer un peu les idées pour dire que vraiment le patrimoine est une niche d'opportunité pour les jeunes. Nous avons rappelé ce que c'est que le patrimoine, nous avons rappelé le processus de valorisation ou de mise en entrepreneuriat de ce patrimoine en tant que matière première qu'on peut explorer, exploiter pour créer de l'emploi et de la richesse. Nous avons expliqué à travers les interventions des panélistes comment les viviers sur lesquels, les outils, les piliers sur lesquels il faut asseoir l'entrepreneuriat patrimonial. On a rappelé un peu ces différentes choses avec des exemples précis et puis des cas d'expérience, de partage d'expérience autour justement du sujet. Et je voudrais, avant de finir, rassurer les jeunes que nous sommes, bien sûr, qu'il y a encore, au-delà de l'entrepreneuriat autour du patrimoine, des emplois dans le domaine du patrimoine. Je donne mon exemple de façon spécifique. Aujourd'hui, je suis béninois, mais je suis en Martinique, où j'accompagne une commune en tant que spécialiste du patrimoine pour les aider à construire un monument qu'on appelle porte de retour, qui va être l'interface de la porte de retour du Bénin. Nous avons organisé la dernière fois un événement, vraiment un grand événement culturel autour de l'abolition de l'esclavage. Donc, nous sommes toujours dans le patrimoine mémoriel. Et donc, justement, c'est cette formation, la maîtrise de ce secteur qui m'a permis de me retrouver en tant qu'employé, hein, même si ce n'est pas le programme Volontariat France que je me suis retrouvé là-bas, mais c'est un emploi en griffe que j'ai eu parce que j'ai une compétence en matière d'organisation d'événements, en matière de valorisation de patrimoine, etc. Donc, ce n'est qu'un exemple. Monsieur Franck ne va pas démentir qu'il a tellement d'opportunités pour former, pour conduire des festivals, etc. Dorian ne me dira pas le contraire, pour mettre en place des produits utilisés déjà directement par les consommateurs. Et bien évidemment, Makoy ne me dira pas le contraire parce que justement, il est dans la formation de l'entrepreneuriat. Donc, bref, nous pouvons retenir avec nos cultures que le patrimoine est une niche d'opportunité. Il faut rester éveillé, faire la veille pour en saisir la richesse que cela comporte. Si on n'a rien à dire, je vous remercie, cher Franck, je vous remercie, cher Doria, je vous remercie, cher Amakoye, pour votre disponibilité et ce franc-parler, ce partage d'expériences et d'idées, de notions. Nous allons dire certainement au samedi prochain, toujours sur nos cultures, un autre thématique, d'autres panélistes et d'autres débats sur toujours cette chaîne qui rend disponible les discussions autour de la culture. On peut se saluer pour dire voilà, bonne journée et merci à tous nos internautes de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, Pacom. Merci beaucoup, merci à tous, merci à Doria. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye.